Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesIdo.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Océane, Hello Carole. tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Bah écoute, très bien, je viens de te le dire mais je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do. J'ai vu un Reels sur ton compte Instagram et je me suis dit, oh là là, il faut absolument que Océane vienne à mon micro pour raconter son histoire d'amour. Et du coup, je suis trop contente que tu aies accepté et j'ai hâte de découvrir ton histoire et que tout le monde puisse l'écouter sur le podcast. Ouais, bah merci à toi pour l'invitation. Je t'avoue que ce réel, il était totalement random. J'ai vu ça chez une autre influenceuse et j'étais là, oh, c'est trop mignon, j'adore un peu en mode starting 2025 with the same guy who was my flight mate in 2021. Parce que du coup, j'étais là en mode, c'est vrai que notre histoire, elle est quand même assez rigolote et ça fait pas mal rebondir. J'ai reçu pas mal de messages aussi par rapport à ça parce que je parle pas trop de mon couple sur les réseaux. Et là, plein de personnes m'ont dit, ah, mais c'est excellent, c'est trop drôle. Trop bien. Bah écoute, ils vont pouvoir maintenant découvrir encore plus de l'histoire, donc tous les détails. Donc c'est trop bien. Écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous dire ce que tu fais dans la vie, qui tu es? Ouais, bien sûr. Donc, je suis Océane. En ce moment, je suis en formation pour devenir prof de pilates et coach en nutrition. Je suis en pleine reconversion. J'étais web designer à mon compte pendant 2 ans et demi. Et j'ai toujours été passionnée de sport, de santé, nutrition. Et même quand j'étais web designer, je me disais, ah, j'aimerais bien faire quelque chose là-dedans. Sauf que vu que j'avais aucune certification, je ne voyais pas comment je pouvais en arriver là. Jusqu'à le 13 février dernier, donc bientôt 1 an, j'ai décidé de lancer mon compte Instagram relié au bien-être et à la santé, juste par pure passion et parce que j'avais envie de partager ça avec d'autres femmes. Et ce compte a plutôt bien grandi en fait, assez rapidement. Et je me suis dit, bah, je crois que j'ai envie de faire ça à plein temps. Du coup, depuis peu, j'ai totalement arrêté mon entreprise en web design et j'ai commencé à faire des formations pour, voilà, pour vraiment travailler à 100% dans ces domaines-là. Et j'ai hâte de la suite. Et j'organise aussi une retraite pilates et nutrition en avril. Et ça, je sais que c'est un des projets qui me faisait rêver aussi depuis si longtemps. Et je trouve ça assez fou de me dire que ça va se produire. C'est génial. Mhm. Franchement, bah moi je confirme que ton compte, bah, je te suivais, tu vois, dans ton parcours de web designer. Quand tu as fait ta reconversion dans tout ce qui était nutrition et sport, je t'ai suivi aussi et j'adore ton univers et je mettrai d'ailleurs ton compte Instagram en légende pour les personnes qui souhaiteraient venir voir ce que tu fais. Mais en tout cas, c'est trop chouette et si j'étais en Europe, j'aurais participé clairement à ta retraite parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, tu vas faire un jour dans ma vie. Ça a l'air super chouette et ce que tu organises en tout cas ça a l'air vraiment incroyable donc si jamais des personnes par ici, je sais pas s'il reste encore des places mais peut-être que ça pourra intéresser des personnes. Écoute, on va commencer à parler un peu d'amour et je commence toujours les épisodes par un retour en enfance. Quand tu étais petite, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu croyais, tu vois, au prince charmant? Est-ce que tu avais envie de te marier, avoir des enfants? Ou pas forcément? Je pense que depuis que je suis toute petite, je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Je crois aux contes romantiques, aux princesses, aux princes charmants. Et j'ai jamais eu de doute sur le fait que l'amour pouvait être totalement pur et tu pouvais aimer une personne toute ta vie. Tu pouvais rester toute ta vie avec la même personne et l'aimer profondément. Et c'est vrai qu'en grandissant, t'entends forcément beaucoup de personnes, ça peut être ses parents ou les parents des amis, qui divorcent ou il y a des tromperies, ou les adultes te disent oui, mais avec le temps, l'amour s'éteint. Et j'ai jamais voulu croire à ça. Je me suis dit non, c'est pas possible.
Genre, je pense que si tu trouves vraiment la personne que tu aimes profondément, tu peux entretenir ce lien toute ta vie et j'y crois toujours, hein, forcément. Mais non, j'ai toujours été, ouais, très confiante par rapport aux relations et à l'amour. Et du coup, cette vision, est-ce qu'elle a évolué au fil des années, quand tu as grandi? Peut-être que tu as eu d'autres histoires d'amour, tu vois, avant ta rencontre avec ton chéri. Et est-ce que cette vision-là, elle a évolué, elle a été brisée ou jamais tu as douté et t'es toujours resté dans le même état d'esprit? Alors, entre mes 2 relations, celle actuelle et l'ancienne, j'ai été célibataire pendant 5 ans et c'était au moment, justement de mes études et en fait, mes études, se passaient, plutôt bien. J'arrivais à avoir des, stages, facilement dans des bonnes entreprises et je me souviens que j'avais eu cette discussion avec ma meilleure amie et elle aussi, c'était un peu compliqué dans sa vie, sentimentale, on arrivait toutes les 2 à trouver, personne. 5 ans, c'est long quand même dans la vingtaine quand, la plupart des gens autour de toi sont en couple, se mettent en couple, se séparent, se remettent en couple et quand toi, c'est un peu le vide pendant 5 ans, ça a été une période assez compliquée et on se disait quand j'étais petite, j'avais plus peur de ma carrière, de, tout ce qui est professionnel, comme quoi ça allait être un peu compliqué. Par contre, les relations amoureuses, ça allait être, super facile et on allait trouver notre personne et c'était un peu la désillusion dans le sens où, de manière professionnelle, ça se passait plutôt bien, plutôt facilement. Mais alors par contre, les relations amoureuses, c'était assez compliqué. Mais j'ai toujours gardé en tête de me dire si cette personne n'arrive pas à ce moment-là, c'est que c'est pas le bon moment et qu'il faut attendre et que si ça se fait pas là avec cette personne, c'est que c'est pas la bonne personne et qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Il y a des moments où c'était assez dur quand même de garder ça en tête en 5 ans parce que tu désespères un peu aussi et au final, j'ai vraiment la preuve que j'ai bien fait d'attendre parce que je sais que la personne avec qui je suis aujourd'hui, est vraiment la personne qui me correspond à ce moment-là dans ma vie et j'ai vraiment bien fait d'attendre parce que ça valait le coup, vraiment. Et c'est hyper marrant ce que tu dis par rapport à la discussion que tu as eue avec ta meilleure amie. Et c'est vrai que je me suis jamais fait la réflexion jusqu'à maintenant, du coup. Mais au final, avec maintenant que je repense, tu vois, à ce que tu dis, je me dis, mais c'est vrai que quand on est petit, on se pose pas vraiment la question de est-ce qu'on va trouver l'amour de sa vie ou ouais, est-ce qu'on va rencontrer l'amour? Enfin, en tout cas, moi, c'était pas du tout la question que je me posais et je pense que, comme tu disais, tu as été dans le mood princesse, etc., Disney et toutes ces choses-là. Et je pense qu'on a tellement la vision de toute façon, l'amour arrive qu'on se pose pas trop cette question, mais plus la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ce genre de choses. Ouais, puis même tu vois les adultes, ils sont toujours en train de te poser la question: «Alors, tu veux faire quoi? Tu fais quoi comme études et pour faire quoi après? Ah mais ça, c'est mieux si tu fais ça, faire des études, c'est important, parler anglais, c'est important», tu vois? Et puis au niveau amour, c'est beaucoup plus léger: «Oh tu as un petit copain ou tu as une petite copine», tu vois? Et c'est en mode: «Ah oui», ça a l'air tellement plus facile. C'est ça. Et du coup, donc ça fait 5 ans que, tu es dans ta vie de célibataire et du coup là, va arriver, la rencontre avec, ton chéri et est-ce que tu peux nous dire, avant cette rencontre, dans quel état d'esprit tu étais et comment, en fait, cette rencontre, est arrivée? Alors ces 5 ans où j'étais célibataire, j'ai toujours été en recherche, d'être avec quelqu'un parce que j'aime profondément être en couple, vraiment. Et ça, je me le suis rendu compte aussi en étant célibataire et en étant en couple. Là, maintenant, j'adore ça. Vraiment, je me vois pas être célibataire. Je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent leur vie de célibataire. Moi, c'est pas mon truc. Vraiment, j'adore partager mon quotidien avec quelqu'un et j'adore les relations où tu es tout le temps avec la personne. Avec mon copain, on travaille tous les 2 à la maison, donc on se voit absolument tous les jours et j'adore ça. C'est pas ça peut déranger beaucoup de personnes. Moi, ça me dérange pas du tout et du coup, donc j'ai toujours été dans cette optique et c'est un moment de ma vie où je suis à Paris, c'est le Covid. Moi, je viens de terminer mes études, je viens de terminer mon stage de fin d'études qui n'a pas abouti sur un CDI ou CDD parce qu'ils prenaient pas de nouvelles personnes à ce moment-là, encore moins des nouveaux diplômés. Donc, je me retrouve sans travail. J'ai toutes mes amies autour de moi qui, bizarrement, ont réussi à avoir un travail. Donc, c'est très frustrant. Du coup, je passe 3 mois sans travail et je m'inscris sur Pôle emploi pour essayer de voir si ils peuvent pas me donner des petits quelque chose, quoi. Spoiler alert, j'avais vraiment jamais travaillé en France, j'avais fait que des stages
Du coup, ça suffisait pas, mais j'ai quand même très bien fait en fait de m'inscrire à Pôle emploi parce qu'une entreprise m'a contactée via Pôle emploi. D'ailleurs, tout le monde me dit mais c'est trop bizarre, enfin improbable comme situation. Ça devait se faire apparemment. Et je reçois ce mail pour me proposer un travail à Lisbonne. Ils te payent le billet d'avion, t'es logé directement sur place, enfin, un peu le travail de rêve. Et vraiment, no joke, je vois l'email, je rigole, je le mets à la poubelle. Genre, je me suis dit, c'est quoi ces conneries? Et je l'ai mis à la poubelle. J'étais à ça de louper l'opportunité de ma vie. Ah, et comme quoi. Et je pense 24 heures, 48 heures passent et je repense à ce mail quand même. Je suis aussi, t'es là à Paris, t'as rien. Et alors que peut-être qu'il y a une opportunité qui t'attend quelque part d'autre. À ce moment-là, en plus, je voulais vraiment faire ma vie à Paris. J'adorais Paris et je voulais rester là-bas. Je rentrais d'échanges universitaires. Je me suis dit peut-être que je repartirai à l'étranger, mais pas maintenant. Et du coup, je vais revoir ce mail dans la poubelle. Et du coup, je réponds à l'email. S'ensuit un appel téléphonique. Tout a été très rapide. Appel téléphonique, entretien, deuxième entretien, test d'anglais. Et en gros, on me dit, bah, si c'est OK, dans un mois, t'es à Lisbonne. J'étais en mode, oh wow, le choc. T'avais déjà été à Lisbonne? Non. Et j'avais même pas prévu d'y passer un week-end. À aucun moment dans ma vie, je me suis dit, oh, t'as un petit week-end à Lisbonne, ça pourrait être chouette. Alors que c'est une ville incroyable, hein. Mais même pas, j'avais considéré l'option du Portugal. Jamais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? En vrai, j'ai rien à perdre. Je suis célibataire, justement. Donc j'ai rien ici, j'avais toutes mes amies, mais bon, voilà. Et en un mois, du coup, je décide de complètement partir. J'arrive à Lisbonne en avril. D'ailleurs, mon arrivée à Lisbonne était catastrophique, vraiment. On a perdu ma valise, je savais pas où était ma valise, il y a personne qui m'aidait. J'ai passé 3 heures à l'aéroport à essayer de faire une demande, enfin, catastrophique, vraiment. Ah mince. Là, je fais l'histoire courte parce que ça serait beaucoup trop long, mais vraiment catastrophique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis venue ici? Genre, la vie est en train de me dire, mais rentre chez toi. La vie, des fois, elle te met quand même même si t'es sur le bon chemin, elle te met quand même des obstacles, tu vois, pour te dire, Ah t'es sûr que. ouais, parce que c'est pas fini, hein, des obstacles, j'en ai eu plein juste avant de rencontrer mon copain, justement. Et donc catastrophique, j'arrive dans l'appartement, un appartement horrible, pas du tout dans le centre de Lisbonne, en plus, juste à côté de l'aéroport. Je me dis, mais alors que j'avais un appart vraiment sympa à Paris, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore une fois? Et de là s'ensuit plusieurs mois où je fais ce taf que j'aime pas du tout, je me sens pas du tout à ma place. Cet appartement, les gens en coloc avec qui je suis, ça match pas vraiment. En fait, je me sens pas du tout à ma place et plusieurs fois, je pense à rentrer à Paris et je me dis: «Je me laisse jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à janvier et si en janvier, rien change, je rentre à Paris». J'avais postulé à d'autres, jobs à ce moment-là. Bon, ça avait pas été très concluant, mais je me suis dit: «Bon, première étape, changer d'appart. Au moins, je change d'appart et je prends un appart, seule, hors, entreprise. Ça va être, du coup, un budget un peu plus élevé, mais peut-être que j'aurai rencontré d'autres personnes plus sympas et puis je serai dans un meilleur mindset aussi pour changer, de travail. Je trouve, un appartement de 8 colocs. Énorme. Je Moi, je suis plutôt du genre à habiter seule, j pas du tout, mon truc d'habiter à plusieurs comme ça et encore moins à 8. Mais l'appart est vraiment chouette et tout le monde me dit, «Mais, enfin, c'est pas toi de faire ça, c'est trop bizarre». Je dis: «Ouais, mais je sais pas pourquoi, l'appart est vraiment chouette, vraiment, très, très chouette». Il est pas extrêmement cher non plus et le concept, c'était un co-living. Le concept avait l'air sympa. C'est un peu des personnes, soit des indépendants ou voilà des jeunes, qui travaillent. Un peu, je sais pas, je sentais la vibe, sympa et du coup, j'avais une visite d'appartement et c'est là où tu dis tout s'aligne aussi, qui tombait au même moment de mes horaires de travail. Et dans mon travail, c'était impossible de demander de partir 1 ou 2 heures en avance, même si tu le rattrapais plus tard. Enfin, c'était vraiment compliqué pour juste une visite d'appart. C'était assez compliqué en termes d'horaire. Et je demande à ma supérieure, je lui explique la situation.
Et elle me dit, «Ça marche, j'en parle à mon supérieur et je fais tout, pour que tu puisses pouvoir partir plus tôt et à la limite, tu rattrapes, le week-end, quoi». Moi, j'y croyais pas du tout. Vraiment, je me suis dit: «Impossible, je sais que c'est compliqué» et elle revient vers moi le lendemain, elle me fait: «C'est bon, tu peux partir, tel jour, plus tôt, va faire ta visite». J'étais en mode: «Quoi?» OK. Du coup, je vais faire ma visite et ça se passe trop bien et je dis: «Bah, vas-y, c'est bon, je signe» et je pense que j'emménage dans l'appart 2 semaines plus tard et c'était un appart où, en fait, il était nouveau. Il y avait jamais eu personne, qui avait habité, à ce moment-là et j'arrive le 1er octobre. Je suis l'une des premières arrivées. Il y a 2 autres personnes qui étaient arrivées, ce même jour, 2 autres Français. Moi, je pose mes affaires, je fais ma vie, on sympathise. On n'était que 3 pour le moment, dont une qui était pas vraiment là. Elle avait posé ses affaires, mais elle allait, arriver un peu plus tard. Donc on se retrouve avec l'autre personne, on fait connaissance et le 4 octobre, là, un Italien arrive dans, dans la coloc qui à ce moment-là, je ne le savais pas, mais sera mon futur copain. Ouh là là! Alors c'est très bizarre parce qu'on avait eu un groupe WhatsApp avant qu'on se voit et du coup, il était sur le groupe et je sais pas comment expliquer, mais j'étais allée voir son profil et en plus, sa photo était horrible, hein. Franchement, c'est ce que je lui avais dit. Je fais: «Si je t'avais vu sur une app de rencontre, mais jamais je t'aurais daté. Impossible!» Franchement, il est non, c'était pas flatteur, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu une sensation bizarre. Genre, je pense que mon corps savait, en fait. Alors moi, je le savais pas, mais mon corps savait déjà. Et du coup, il arrive dans l'appartement, on sympathise un peu, et à ce moment-là, du coup, on est 3, dont aussi l'autre personne qui était là de base, qui faisait pas mal d'allers-retours, qui allait voir des personnes. Donc en fait, avec Sté, on se retrouve tous les deux quasiment tout le temps dans un appart de 8. Ce qui fait que forcément, on a eu le temps de vraiment sympathiser. On mangeait tous les midis, tous les soirs ensemble. Il me préparait des pâtes, forcément, comme un Italien. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'entendait vraiment bien, qu'on avait beaucoup de points communs. Lui était entrepreneur déjà, et moi, ça faisait un moment que je rêvais aussi de faire quelque chose de mon côté. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est rapidement mis ensemble finalement parce que c'est allé très vite. On passait toutes les journées ensemble en fait. Et la première fois que tu l'as vu arriver, est-ce que tu as eu la même sensation que quand tu avais vu sa photo, même si, la photo n'était pas hyper, est-ce que tu as eu cette sensation aussi ou juste tu t'es dit: «Ah, ah bah, c'est, mon nouveau coloc», Non, j'ai pas. Il y a pour le coup, il y a pas eu de ce truc de coup de foudre ou quoi que ce soit où c'était évident. Pas du tout. Je l'ai vu, il était là, il est sympa, il m'a fait rire. Il a fait des petites blagues, c'était chouette, mais à aucun moment je me suis dit: «Ah, il pourrait y avoir quelque chose». Ah oui, voilà et c'est ça que je voulais en venir aussi. C'est que du coup, j'étais dans une démarche à ce moment-là, quand je suis arrivée à Lisbonne. J'étais très concentrée sur, ma vie pro et sur le fait de me construire une vie ici à Lisbonne et du coup, j'étais pas du tout dans une démarche de dater où vraiment j'étais arrivée à un stade dans ma vie après 5 ans où j'avais plus envie de chercher quelqu'un. Je me suis dit: Là, c'est pas du tout la priorité, c'est, savoir, dans quoi m'épanouir professionnellement, trouver un appart qui me plaît» et du coup, j'étais plus du tout dans cette optique et c'est rigolo quand on dit: «C'est quand tu cherches pas que ça arrive». Bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est exactement ce que j'allais dire du coup, mais tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure tu disais que tu étais, tout le temps en recherche, tu vois, de rencontrer quelqu'un et cetera pendant tes années de célibat et là tu dis que c'est au moment où tu as arrêté d'être dans cette «attente» entre guillemets de, rencontrer quelqu'un, qu'au final cette personne est venue à toi, mais naturellement. Ouais, ça, c'est le truc qu'on me dit tout le temps, c'est quand tu chercheras plus que ça arrivera à toi et c'est dur à comprendre, hein, parce que quand tu es vraiment en recherche, c'est très dur de lâcher, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Mais franchement, après tout, entre les interviews, plus les histoires que j'entends autour de moi, mais cette théorie est 100 vraie, je trouve. J'ai pas de enfin, alors ça, il y a des exceptions, bien sûr, mais franchement, j'ai envie de dire que quand tu lâches prise et que tu laisses venir à toi peut-être la bonne personne, c'est quelqu'un qui va vraiment matcher avec ce que tu recherches et ce que tu dégages à ce moment-là. C'est-à-dire, bah, justement, tu es pas en recherche de rencontrer,
l'amour, t'es plus dans ta quête de toi personnel à t'épanouir. Et du coup, ça vient à toi. Ouais, je sais qu'à ce moment-là aussi, je me disais si ça arrive pas, c'est que je suis pas vraiment au bon endroit dans ma vie et je rencontre. En fait, je pense qu'il y a deux théories et deux cas de figure différents dans les relations. Soit une où tu grandis avec la personne, c'est-à-dire que vous vous trouvez à un moment où peut-être que dans votre vie ça va pas trop, et au contraire vous allez être deux piliers qui vont grandir ensemble et devenir les meilleures versions, en gros, de soi. Ou alors, tu as l'autre cas de figure où tu es déjà au top de ta vie. La personne en face est déjà au top aussi, genre professionnellement, financièrement, même en termes de confiance en soi, et vous vous trouvez à ce moment-là. Et moi, je pensais vraiment que j'allais trouver ma personne à ce moment-là, où j'allais être au top, où franchement, j'allais avoir tellement confiance en moi et que la personne en face aussi. Alors que finalement, non. On s'est trouvés tous les deux avec Sté, où on était un peu perdus dans notre vie, on savait pas trop où aller, quoi faire. Lui, il était entrepreneur, mais il gagnait à peine un peu sa vie. C'était la première fois qu'il partait d'Italie. Son anglais était bien, mais c'est encore un bébé anglais. Franchement, il y avait tout à construire. Et ouais, on s'est rencontrés à ce moment-là et on a vraiment grandi ensemble ces 3 dernières années. Et c'est fou quand je vois l'évolution en seulement 3 ans, parce que finalement, 3 ans, c'est pas, dans une vie, c'est pas grand-chose, hein. Mais je me dis, l'évolution a été tellement rapide. En fait, quand tu vois l'évolution en 3 ans, c'est assez dingue. Et tu dirais que ouais, quand vous êtes rencontrés, en fait, que votre relation, elle vous a élevés tous les deux. Ouais, 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 totalement. Je reviens un peu sur la partie rencontre, du moment où vous êtes mis ensemble. Mais comment, tu vois, ça s'est fait? Enfin, tu dis que voilà, vous passiez beaucoup de temps ensemble et que naturellement, en fait, et assez rapidement, vous êtes venus à vous mettre ensemble. Comment ça s'est fait ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, bon, bah là, je ressens quand même quelque chose pour lui, j'ai envie de tester? Ou lui, est-ce qu'il t'a fait part de ses sentiments? Enfin, comment ça s'est passé? Je l'aimais bien dès le début. Après, j'ai vu que j'étais pas dans une optique comme ça, je me suis dit: «Flemme encore», et je me suis dit: «C'est mon coloc aussi». Ça peut être très problématique, cette histoire, hein, surtout en italien, tu vois, tu te dis à tout moment il joue avec toi, après tu dois, voir ça, tous les jours, à tout moment il ramène d'autres filles à l'appart. Non, non mais l'horreur, et je me suis dit: «J'aime bien cet appart». Après avec le temps aussi, j'ai commencé à très bien m'entendre avec tous mes colocs. D'ailleurs, cette coloc était incroyable, hein. Comme quoi, quand ça peut être 8 personnes, mais si tu t'entends bien avec toutes les personnes, c'est génial. On était tous très, très potes, mais je me suis dit: «Franchement, jeu dangereux quand même», et sauf que je voyais quand même de son côté qu'il m'aimait bien, mais je me suis dit: «Bon, il m'aimait bien comment?» Tu vois aussi? Est-ce que c'est pour un soir ou plus? C'était l'anniversaire de une de notre coloc, qui est d'ailleurs, toujours, notre amie, très proche depuis, et elle avait organisé, une soirée, et à cette soirée, on s'était un peu rapprochés, on était partis, du coup en boîte après, un moment où j'allais encore en boîte. Ça me fait très rire de dire ça, mais et on arrive dans cette boîte et il y a, un groupe qui part fumer dehors, et on se retrouve à l'intérieur, Sté, moi et un autre pote, tous les 3. Mon pote commence à nous dire, en mode, faire un jeu. Chacun, on va voir une personne du sexe différent et on l'invite à danser. J'étais là en mode: «OK, pas de souci». Je vais voir un gars et du coup, je lui dis: «Bah, tu veux venir danser avec moi?» Et c'était aussi, bah, pour voir un peu comment allait réagir, Sté, pour voir s'il m'aimait bien ou pas. Et et le gars me dit: «Oui», du coup, on commence à danser ensemble et tout. Il me plaisait pas du tout, hein, vraiment pas, mais bon, c'était un peu pour, tâter le terrain avec Sté, et les autres reviennent, on danse tous ensemble. Le gars revient, pour danser avec moi et tout, et Clémence, du coup, qui fêtait son anniversaire. On était potes, mais à ce moment-là, pas si proches que ça, donc moi, j'avais rien dit par rapport à Sté, à qui que ce soit, à part mes amis très proches qui étaient pas à Lisbonne, mais personne n'était au courant comme quoi, je l'aimais bien, et elle vient me voir et elle me dit: «Mais Sté, il est un peu bizarre quand tu danses avec le mec, genre j'ai l'impression que ça le fait un peu chier». Et moi, j'étais alcoolisée et je la regarde et je fais yes. Et elle me fait quoi? Je fais ah oui, je t'ai pas dit, mais je crois que je l'aime bien. Et elle me dit bah je crois qu'il t'aime bien aussi.
Et du coup, elle a été vraiment notre Cupidon, clairement, parce que tous les deux, on se regardait et personne ne faisait un pas vers l'autre. Et moi, je considérais que c'était pas à moi de le faire. Je voulais que ça vienne de lui. Et Clémence va le voir à un moment et elle lui dit, si tu la veux, va la chercher. Genre, bats-toi un peu, tu vois. Et j'étais en train de danser avec ce mec et Sté me prend par la main, me tire en mode, non, tu danses avec moi. Moi, j'étais là en mode, ah, j'aime bien. Et l'autre gars me tire en mode, non, tu danses avec moi. Jusqu'au moment où Sté me reprend et dit au gars, genre, dégage. Du coup, on a commencé à danser ensemble et on s'est embrassés. Et de là, on s'est dit que bah, on s'aimait bien. Et le lendemain, je me suis dit, bah, on va voir comment ça se passe, si me calcule pas, s'il me fait la bise ou quoi. Et franchement, dès le lendemain, il était en mode, il m'a embrassé devant tout le monde et en fait, ça s'est fait de manière officielle, très facilement, sans vraiment qu'on se le dise, mais ouais. Et j'étais là en mode, ah, c'est facile comme ça? Tu sais, quand t'as galéré après 5 ans, t'es là en mode, ah, ça peut être facile. Ah bon? Ah ouais, c'est normal. Ouais, ok, bon, très bien. Moi, je prends. Ouais, bah, c'est qu'il savait ce qu'il voulait, en fait. Oui, et puis après, il me l'avait dit, il m'a dit, oui, ça fait un long moment. Ça fait 2 semaines qu'on se connaissait, hein. Mais ça paraît long parce qu'on a passé tellement de temps ensemble que on pourrait croire 2 semaines, c'était assez rapide, mais finalement, quand même. Et il m'a dit oui, je t'aimais bien et tout. Il avait marqué dans son carnet des trucs sur moi, parce qu'il faisait pas mal de journaling à ce moment-là, comme quoi il m'aimait bien et tout. Non, c'était trop cute. Ah! Ah ouais, il faisait du journaling. Il Ouais, était en développement personnel et toutes ces choses-là, déjà? ouais, de ouf. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on s'entendait très bien aussi. Parce qu'on avait beaucoup de sujets en commun, dev perso, entrepreneuriat. On avait vraiment la même vision du futur. Donc on avait plein de sujets en commun et ça matchait vraiment bien dès le début. Et du coup, comment, tu vois, votre relation, elle a évolué? Est-ce que vous avez, du coup, quitté la coloc ou vous êtes restés quand même un moment, dans cette coloc? Bah, pendant un moment, c'était cool parce qu'on passait vraiment beaucoup de temps tous ensemble, comme un grand groupe de potes. Et c'était chouette aussi d'être avec d'autres personnes. Sauf qu'à un moment, on s'est rendu compte que bah, même nos week-ends, on pouvait pas être ensemble parce qu'on était toujours tous ensemble. Après, il y a plusieurs personnes qui sont parties de la coloc aussi. Et moi, c'était assez compliqué aussi à ce moment-là, professionnellement. Vraiment, mon taf, j'en pouvais plus. En fait, j'ai eu un ras-le-bol de Lisbonne, vraiment. De là j'en pouvais plus de cette ville. Juste parce que ça allait pas dans mon travail et parce que ça a été aussi une année très challengeante. Quand même, il m'est arrivé des trucs chouettes, mais ça a été aussi très dur. Enfin, j'étais sur le point vraiment de rentrer à Paris avant de rencontrer Sté, donc c'était pas simple. Et du coup, on a pris la décision de partir de Lisbonne pendant un petit moment. On s'est dit on voulait quelque chose d'assez similaire. On est parti sur Barcelone. Et aussi parce qu'on voulait emménager ensemble pour de vrai, avoir un appart que nous deux. Parce que la coloc, oui, c'était sympa. Mais pareil, c'était un ras-le-bol, j'en pouvais plus. De la coloc, de Lisbonne. J'étais là, faut qu'on parte. On est parti à Barcelone. Ça a été aussi challengeant parce que c'est au moment où moi j'ai créé mon entreprise. Donc ça a été les débuts de l'entrepreneuriat. On sait que c'est pas facile. On était enfermés dans notre appart tous les deux à travailler comme pas possible, lui aussi à bien développer son entreprise à ce moment-là. Donc ça a été une année assez compliquée, ce qui a suivi aussi. Mais notre relation a toujours été très 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 soudée et au contraire en fait, si on arrivait à surmonter tous ces challenges professionnels, c'est parce qu'on était ensemble. On s'élevait et on se remotivait aussi l'un comme l'autre. On a décidé de rentrer à Lisbonne après 6 mois, je crois, à Barcelone, puisque Lisbonne nous manquait trop, justement, finalement. Mais Finalement, ouais, mais j'étais contente quand même d'être partie, puisque, encore une fois, quand on dit, c'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte de sa valeur. Et là, c'était pareil pour Lisbonne. On est parti, on s'est dit, ah non, mais on était trop bien, en fait, là-bas. Mais fallait qu'on parte pour le savoir. ouais, des fois, il faut partir pour se rendre compte que finalement, ce qu'on a aujourd'hui nous plaît, mais c'est juste qu'on n'est peut-être pas au bon endroit ou que c'est pas les bonnes conditions, mais que c'est pas forcément l'endroit où on est qui est problématique, mais plus les choses autour qui gravitent autour. Mais du coup, c'est trop chouette que vous ayez pu, même déjà, enfin, dès le début, en fait, partir
comme ça, tous les 2, vivre dans une autre ville. C'est assez fou, que vous ayez, tu vois, eu, cette, idée-là et que vous ayez concrétisé, dès le début, quoi. Ouais, ouais, et ce qui est quand même assez drôle, c'est que finalement, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est ensemble et ça fait depuis le jour 1 qu'on habite ensemble. On a toujours habité ensemble et on travaille aussi tous les 2 à la maison donc c'est vraiment depuis, le début qu'on est tout le temps ensemble. Et du coup, tu disais, bah, ton copain, il est italien et est-ce que tu vois la langue, le fait que vous ayez tous les 2, bah, lui, il parle italien, toi français. Je sais pas si tu lui parles, français, mais j'imagine que vous devez parler en anglais. Comment, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça a pu être un point, difficile dans votre relation ou pas du tout? Ouais, ça c'est une question qu'on me pose souvent ou des personnes qui me disent: «Ah moi je pourrais vraiment pas, barrière de la langue». Et c'est vrai qu'au début, c'est pas simple parce que c'est pas naturel, même si tu parles bien anglais, tu as tendance à chercher tes mots, des fois, oui, tu as des problèmes de communication ou juste tu sais pas, comment on dit, un objet, et surtout c'est épuisant, en fait, au début, quand tu as pas l'habitude parce que tu dois toujours réfléchir plus, forcément, vu que c'est pas ta langue. Donc tu peux avoir des moments où, il y avait des jours où j'étais épuisée à la fin de la journée juste parce que je parlais, en anglais toute la journée, que ce soit avec mon travail et en plus avec ma relation amoureuse. Mais franchement, tu t'y fais vite. Moi, je m'y suis fait super vite. Après, c'est une habitude à prendre. Et aussi, l'avantage, c'est qu'on est quand même, c'est deux langues qui sont très similaires. C'est des langues latines. Donc, si j'ai un mot que je connais pas, je vais le dire en français, il va le comprendre. Mmh. Ou inversement. Donc, finalement, tu t'y fais. Et moi, aujourd'hui, je me vois pas du tout avec un français. Je me dis si on n'est plus ensemble avec Sté, je pense que j'irai plutôt vers les étrangers. Je me vois pas du tout avec un Français. Non et je trouve ça génial d'être dans une relation aussi, avec 2 cultures différentes. Tu apprends toujours des choses et heu et je trouve ça tellement enrichissant que, non, je trouve ça vraiment chouette. Surtout quand tu es dans un pays aussi étranger. Je trouve que c'est vraiment chouette d'être avec quelqu'un, ouais, qui est pas et puis ça te rapporte aussi encore plus tes valeurs. Moi, je trouve que depuis que je suis à l'étranger et que je suis en couple avec un étranger, je me sens encore plus, un peu, franchouillarde. Mais dans le bon sens, tu vois? De vraiment de dire: «Ah mais c'est vrai que ça en France, on a ces valeurs-là» ou «Ça c'est cool». Tu vois? Tu te rends encore compte de tout ce qu'on a qui est cool quand même, en France et qu'on a aussi des belles valeurs. C'est marrant, c'est ce que je disais, pas plus tard que la semaine dernière, que parfois on est même plus français à l'étranger que dans notre propre pays. Mais oui, vraiment. Ouais, ouais. Et du coup, ça c'était juste pour, un peu, que tu nous donnes, le fun, tu vois? Mais c'est quoi, d'être en couple avec un Italien? Parce que tu sais, on a toujours, les clichés de l'Italien, romantique, qui parle, avec les mains et cetera. Est-ce que, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, il y a, des trucs qui sont vrais, il y a d'autres trucs qui le sont pas, mais c'est spécifique à Steve. Le côté, très, extravagant, oui, carrément. La première fois qu'il a vu mes parents, il leur a fait un câlin. J'étais là en mode: «Ah d'accord». Oui, très très tactile, oui, vraiment le côté, latin, chaud, chaleureux, ça oui, à 100 comparé au ouais, à moi qui est plutôt un peu plus, française, un peu plus distante et et «froide» entre guillemets, mais heu, mais c'est rigolo quand même de voir cette différence. Ils cuisinent pas, Ah mince. malheureusement. Beaucoup d'Italiens cuisinent extrêmement bien. C'était ils détestent cuisiner. Voilà, ça c'est pas grave. J'adore cuisiner donc écoute, je me dis: «C'est pas très grave», mais bon. Il y a quoi d'autre comme cliché, sur les Italiens? Le côté romantique, Ah oui, 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 oui. Très romantique. Très, très romantique. Ça oui. Ouais, ouais. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai à 1000%. Mouais, ouais, ouais. Après il a pas le côté, cliché qu'on pourrait croire, très, un peu, blablateur, tu Un peu dragueur. pas du tout. Vraiment pas du tout. Pour le coup, non. Oui, mais tant mieux, hein, d'un côté, hein. Non, mais c'est ça, parce que peut-être quand tu dis, «Je suis en couple avec un Italien», ça peut très vite être en mode: «Ah!» Ah oui. Ouais, mais non, rien à voir. Et du coup, là, vous vivez au Portugal.
Est-ce que vous avez déjà envisagé de soit vivre en France, soit vivre en Italie, ou l'idée d'avoir un pays plutôt étranger à vos deux cultures vous convient mieux? On s'est pas trop posé la question dans le sens où moi, j'ai pas forcément envie de rentrer en France et lui, il a pas envie de forcément rentrer en Italie. Donc au moins, c'est facile. Mais après, je comprends aussi que c'est plus pratique qu'on soit dans un pays neutre. Comme ça, il y a personne qui est avantagé avec la langue. Et franchement, on s'est mis d'accord sur le fait que Lisbonne et le Portugal, c'est vraiment l'endroit où on a envie de rester. Et on est en train d'apprendre le portugais, justement, parce on se voit vraiment rester ici. Et ouais, c'est plus pratique. C'est aussi symbolique. On s'est rencontrés ici. Donc, euh, donc ouais, non. Trop bien. Mhm. Et là, je reviens un peu sur le côté de votre histoire. À quel moment, toi, tu as senti que tu étais vraiment amoureuse de lui? Oh, c'est une bonne question ça. Je pense que c'est ouais, c'est une sensation que tu sens. C'est pas rationnel. Alors, je peux pas te citer, tu as des exemples de dire ah, c'est à ce moment-là où. Je pense que c'est vraiment une sensation où tu te sens bien avec la personne et juste tu sais. Tu sais que tu es bien avec la personne, tu l'aimes, que tu as des sentiments et que tu vois construire un futur avec elle. Ouais. Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, franchement. Je saurais pas dire. C'est sûr qu'au moment où je me suis dit, bon, ben, je m'engage dans cette relation, je donne du temps à cette personne. Et ouais, je fais des pas engageants dans le sens où j'emménage avec la personne, je rencontre sa famille, rencontre ma famille. C'est que forcément, il y a de l'amour. Et t'es bien avec la personne, ouais. J'adore. Après 3 ans de relation, tu dirais que c'est quoi, selon toi, les clés pour construire une relation saine et durable? Je pense encore une fois, quand t'es avec une personne qui te convient, tout est plus facile. Tu continues forcément à faire des efforts. Je pense que oui, l'une des clés, ça serait de jamais prendre pour acquis l'autre personne. Jamais. Qu'importe que ça fasse 10 ans que vous êtes ensemble, mariés ou enfants ou quoi, mais toujours faire en sorte que c'est comme les débuts de la relation où tu dois faire des efforts pour garder la personne auprès de toi. Et tu dois être toujours, ouais, vraiment faire des efforts, que ce soit toi dans ta personne, mais aussi avec l'autre, et toujours être dans la séduction, comme vraiment au début. Ouais, pour entretenir ce truc et se séduire constamment. Je sais que j'adore, tu vois, le matin quand je me prépare, je le fais pour moi. Parce que j'ai pas envie de travailler en sortie du lit, en pyjama, parce que ça me fait pas plaisir à moi. Mais je sais que ça fait plaisir aussi à Sté de voir que je me suis apprêtée, que voilà, j'ai fait mes cheveux, je me suis maquillée, je me suis fait toute jolie. Enfin, c'est des petits détails comme ça dans la relation où je pense qu'il faut continuer à faire des efforts et ne pas s'oublier dans la relation, se dire qu'on est toujours soi, que certes on a un couple, mais aussi on est je suis moi, il est lui, et, continuer à faire des choses pour soi. On est tous les deux aussi très on aime passer du temps seul. Autant qu'on adore passer du temps ensemble, on adore passer du temps seul et on fait souvent des solo dates. Moi, je vais faire mes trucs seule. Euh, je suis partie à Bali l'année dernière seule et parce que j'avais profondément envie de le faire. Et j'avais envie de me faire un solo trip toute seule. Et je trouve que c'est important de continuer à faire ces choses-là. Lui, dans 2 semaines, il part faire un surf camp seul aussi. Et je trouve que c'est génial de continuer à avoir nos intérêts et les choses qu'on a envie de faire vraiment pour soi profondément, parce que finalement, ça fait du bien aussi de se retrouver après plus tard et passer du temps ensemble, en parler. Ouais, je pense que vraiment les deux piliers que moi je mets constamment en place dans mon couple, c'est le fait de ne jamais prendre la personne pour acquis et ne pas s'oublier dans la relation. Merci beaucoup pour tes conseils et ton point de vue et les clés que tu nous partages. Moi, je te rejoins complètement dans ce que tu partages et c'est des choses qui sont pour moi essentielles aussi dans une relation pour l'entretenir et entretenir la flamme au quotidien, comme tu dis. Après, bon, il y a tellement plein d'autres aspects, forcément, la communication, la confiance, le respect, etc. Mais ça, pour moi, c'est un peu la base, en fait. Genre, t'es obligé au moins d'avoir ça, si tu veux que ça fonctionne.
Non, ça c'est sûr. Et tu dirais, tu vois, que tout cet enchaînement d'événements qui est arrivé, l'offre d'emploi à Lisbonne, le fait que l'appartement ne te convenait pas, que tu étais quasiment prête à rentrer en France, finalement tu as trouvé cette coloc, tu as rencontré ton chéri. Est-ce que toi tu mets quelque chose, tu mets un mot là-dessus? Est-ce que tu parles de destin ou tu ne crois pas forcément à ça? Est-ce que pour toi c'est juste un enchaînement d'événements qui ont fait que voilà, ça arrivait? Je crois à 100% au destin, vraiment. Je savais que c'était destiné et la preuve en est, en fait. Il y a plein de situations qui a fait que je me suis retrouvée dans cette situation, alors que, comme je te le disais, être allée à cette visite d'appart, normalement, c'était pas possible avec mon taf. Moi, être en coloc de 8, c'était juste pas possible. Tout le monde était étonné, même moi, mais je me suis dit, j'ai un pressentiment. Et en fait, j'ai appris, et je le fais encore plus maintenant, à écouter mon intuition. Et ça m'a toujours réussi. Et c'en est la preuve. Parce que partir à Lisbonne, c'est mon intuition qui m'a dit vas-y, alors que je t'assure que rationnellement, j'avais pas envie. J'étais dans le train Paris chez mes parents. J'ai pleuré pendant 4 heures. Mon corps ne voulait pas, mais je savais qu'il fallait. En fait, ouais, j'ai suivi mon intuition jusqu'à la fin et je savais que c'était la bonne chose à faire. Ouais, j'adore. J'adore cette histoire. C'est trop beau. Mais je te rejoins totalement. Enfin, je crois profondément aussi au destin et au fait qu'il n'y a pas il y a pas de hasard. Enfin, on dirait que les planètes s'alignent. Et si ça doit se faire, c'est que ça se fait. Et je suis de ces gens qui croient à ça. Non, mais c'est clair. Et puis, dans le même sens où, pour les ruptures, tu vois, si ça doit se faire, c'est que bah, ça doit se faire en fait. Et je pense qu'il faut. C'est dur une rupture aussi, mais je pense qu'il faut pas dramatiser la chose non plus, dans le sens où je pense que tout est fait pour notre mieux, si on écoute les signes et si on est attentif à tout ça, et que des fois une relation juste ne fonctionne plus et il y a quelque chose, une personne de mieux pour toi à ce moment-là dans ta vie qui t'attend. Clairement. Ça me fait rebondir à ce que tu disais, ce que tu nous partageais au début du podcast, du fait que tu as été pendant 5 ans célibataire. Est-ce que tu aurais un message à passer aux personnes qui vivent justement cette période-là aujourd'hui et qui, tu vois, se disent, bah, je trouverai peut-être jamais quelqu'un ou je tombe que sur des personnes avec qui ça ne marche pas. Est-ce que tu as un message, tu vois, à passer aux personnes qui sont dans cette vie de célibataire depuis quelques années et qui, je sais pas si c'était le terme, désespèrent un peu, mais tu vois, qui commencent à plus trop croire à l'amour? Pour avoir été dans cette situation, je pense qu'il faut justement garder un mindset optimiste. Vraiment de se dire qu'il y a une personne qui t'attend. C'est sûr. Je crois en ça, je crois aux âmes sœurs, et qu'il y a une personne pour toi qui est faite et qui t'attend, et que si ça arrive pas à ce moment-là, c'est que c'est pas le moment, et que t'es peut-être pas au bon endroit dans ta vie. T'as peut-être d'autres choses à faire, t'as peut-être d'autres expériences à faire seule, et juste l'accepter en fait, et se dire que c'est ok, et que ça viendra au moment venu. Et moi, c'est arrivé à un moment où bah, finalement, je pouvais pas espérer mieux. Il faut savoir être patient, c'est dur. C'est pas simple tous les jours, mais toujours garder un mindset optimiste et se dire que cette personne, elle sera d'ailleurs très certainement mieux que ce que tu avais espéré. Vraiment. Il suffit juste d'être un peu patient. La patience. Pour une personne très peu patiente, mais bon, il faut. Mais parfois, on n'a pas le choix d'être patient et c'est pour le mieux, en fait. C'est ça, parce que je me dis, tu préfères quoi? Être dans une relation parce que tu voulais être dans une relation mais qui te convient pas à 100%, ou attendre un peu plus longtemps, mais attendre la bonne personne. Finalement, le deuxième choix est mieux quand même. Je suis d'accord. Écoute, merci beaucoup, Océane, pour le partage de ton histoire et pour tout ce que tu nous as apporté à travers cet épisode. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager? Peut-être un mot pour et un mot pour les auditeurs de Yes I Do?
J'avais envie de conclure, bah, justement sur ça, en fait. Parce que, pour avoir été dans cette situation de, bah, désespérée, vraiment, en fait, j'avais fait une liste de l'homme parfait parce que j'aime bien faire des listes. Et pendant tout ce temps, ces 5 ans, j'ai jamais arrêté d'y croire et d'espérer. Et j'ai rencontré justement des personnes qui collaient pas du tout à cette liste et je me suis dit: «Non, mais ça fera l'affaire». Non. Spoiler alert, non. Et la vie est bien faite quand tu y crois profondément et que tu as confiance en la vie et elle te mettra toujours sur ton chemin des personnes qu'il faut qu'elles soient là à ce moment-là, en fait. Et des fois, c'est long, mais si tu y crois fort et que tu gardes un mindset très optimiste, tu trouveras cette personne. J'en suis persuadée. Et ouais, vraiment, tout est bien fait. Que ce soit même des ruptures. Ma première rupture, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Maintenant, je me dis, mais heureusement qu'elle est arrivée. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pas cette vie-là aujourd'hui, j'aurais pas cette relation aujourd'hui. Donc, donc franchement, croire en la vie, hein. Vraiment. Je pense que c'est un trop beau message que tu nous partages. Merci beaucoup, Océane. Merci à toi.